Le fermier qui vendait du lait sur la route. Aujourd'hui propriétaire des terres qu'il avait autrefois empruntées. Si vous me donnez 5 minutes, je vais vous raconter comment un homme qui vendait du lait au bord de la route près de Toulouse est devenu propriétaire de plus de 400 hectares. Mais attention, cette histoire va changer votre vision de la richesse pour toujours. Le soleil se levait à peine sur les collines dorées du Gers quand Pierre Dubois, 28 ans à l'époque, chargeait ses derniers bidons de lait dans sa vieille Citroën 2CV cabossée. L'air matinal sentait la rosée et le fumier frais, mélange âcre qui collait à ses vêtements depuis des années. Ses mains calleuses serraient le volant tandis qu'il roulait vers la nationale 124, cette route départementale où il installait chaque matin sa petite table pliante et ses bidons en aluminium. C'était l'année 1987, et Pierre ne se doutait pas que cette matinée allait marquer le début d'une transformation qui défierait toutes les lois de la logique économique. Dans sa poche trouée, il avait exactement 47 francs et une lettre de la banque qu'il n'osait pas ouvrir. La brume matinale flottait encore au-dessus des champs de tournesol quand Pierre arriva à son emplacement habituel, juste avant le panneau « Toulouse 15 km ». Il connaissait par cœur le balai des voitures, d'abord les ouvriers agricoles dans leurs fourgonnettes poussiéreuses, puis les employés de bureau dans leur Peugeot 205, enfin les cadres pressés au volant de leur BMW flambant neuve. Chacun avait son horaire, ses habitudes, sa façon particulière de klaxonner pour signaler sa présence. Pierre disposait méticuleusement ses bidons sur la table bancale, essuyait une dernière fois les couvercles avec un torchon qui avait connu des jours meilleurs, et attendait. Le parfum du lait frais se mêlait au gaz d'échappement dans l'air de plus en plus chaud de cette journée de juillet qui s'annonçait suffocante. Ce matin-là, quelque chose d'inhabituel se produisit. Une Mercedes noire aux vitres teintées s'arrêta devant son étal, moteur tournant au ralenti avec ce ronronnement caractéristique des voitures de luxe. Pierre reconnut immédiatement le véhicule. C'était celui de Monsieur Lavergne, le plus gros propriétaire terrain de la région, un homme qui possédait plus de 2000 hectares entre Toulouse et Auch. Lavergne descendit de sa voiture avec cette assurance tranquille des gens qui n'ont jamais eu à s'inquiéter pour l'argent. Il portait un costume 3 pièces parfaitement ajusté malgré la chaleur naissante, ses chaussures italiennes brillaient dans la lumière dorée du matin, et ses yeux gris acier scrutaient Pierre avec une intensité troublante. « Bonjour Pierre, dit-il d'une voix grave. J'ai une proposition à vous faire qui pourrait changer votre vie. Mais d'abord, vendez-moi 2 litres de votre meilleur lait. » Les mains de Pierre tremblaient légèrement, tandis qu'il remplissait la bouteille en verre que lui tendait Lavergne. Ce tremblement n'était pas dû au froid matinal, car la température grimpait déjà, mais à cette sensation étrange que quelque chose d'important était sur le point de se passer. Lavergne but une longue gorgée de lait, ferma les yeux comme pour en savourer chaque nuance, puis hocha la tête avec satisfaction. « Excellent. Vraiment excellent. Pierre, cela fait des mois que j'observe votre petit commerce ici. Vous êtes ponctuel, votre lait est irréprochable, et vos clients vous font confiance. » Il marqua une pause, sortit un mouchoir de soie de sa poche pour s'essuyer les lèvres, puis plongea ses yeux dans ceux du jeune fermier. « Mais dites-moi, combien gagnez-vous par mois avec cette activité ?» La question claqua dans l'air comme un coup de fouet, direct et sans détour. Pierre sentit ses joues s'empourprer. Jamais personne ne lui avait posé cette question de manière si frontale. Il bégaya quelques mots, parla de ses charges, de ses dettes, du prix du fourrage qui augmentait sans cesse. Lavergne l'écouta patiemment, sans l'interrompre, ses doigts tapotant rythmiquement sur le toit de sa Mercedes. Autour d'eux, la circulation s'intensifiait, les klaxons résonnaient, les moteurs rugissaient, et l'odeur de gazole se mêlait de plus en plus à celle du lait frais. « Pierre, finit par dire Lavergne, et si je vous disais qu'il existe un moyen de multiplier vos revenus par 10, non, par 20, tout en continuant à faire ce que vous aimez ?» Le cœur de Pierre s'accéléra. Cette phrase résonnait dans sa tête comme une promesse trop belle pour être vraie, mais quelque chose dans le regard de Lavergne lui disait que cet homme ne plaisantait jamais avec les affaires. Le propriétaire terrien ouvrit alors sa mallette en cuir et en sortit une liasse de documents. « Regardez autour de vous, Pierre. Tous ces champs, toute cette terre fertile. Savez-vous ce qu'elle vaut réellement ?» Il désigna d'un geste large les hectares qui s'étendaient à perte de vue, ces terres grasses du Gers où poussaient blé, tournesol et colza. La plupart des propriétaires ne connaissent pas la véritable valeur de ce qu'ils possèdent. Ils voient leurs champs comme des sources de revenus agricoles traditionnels, mais moi, je vois autre chose. Lavergne se rapprocha de Pierre, baissant la voix comme s'il s'apprêtait à révéler un secret d'État. « Je vois l'avenir, Pierre. Je vois ce que cette région va devenir dans les 10,
15 années à venir. Le vent chaud du sud se levait maintenant, faisant danser les épis de blé dans les champs environnants, créant cette mélodie douce et hypnotique que seuls les gens de la campagne savent apprécier. Écoutez-moi bien, continua Lavergne en sortant une carte détaillée de la région. Dans moins de 5 ans, l'autoroute A64 va être prolongée jusqu'ici. Toulouse va s'étendre, les entreprises vont chercher des terrains moins chers pour s'implanter, et les familles voudront des maisons avec jardin loin de l'agitation urbaine. Il pointa du doigt différents endroits sur la carte, traçant avec son index les futurs axes de développement. Cette terre que vous voyez, cette terre qui produit aujourd'hui du blé à 800 francs la tonne, elle vaudra demain 50, 100, peut-être 200 fois plus en tant que terrain constructible. Pierre écoutait, fasciné malgré lui par cette vision du futur que dépeignait Lavergne. Les chiffres dansaient dans sa tête. Si ce que disait cet homme était vrai, alors effectivement. Mais monsieur Lavergne, osa-t-il interrompre, je n'ai pas l'argent pour acheter des terres. J'arrive à peine à payer mon loyer et l'entretien de mes 2 vaches. Un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres de Lavergne. Pierre, vous n'avez pas compris. Je ne vous parle pas d'acheter, je vous parle d'un partenariat. Vous avez quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, la confiance de la population locale, une réputation irréprochable et une connaissance intime du terrain. Il referma sa mallette d'un claquement sec qui résonna dans l'air matinal. Moi, j'ai les capitaux et l'expérience des marchés fonciers. Ensemble, nous pourrions créer quelque chose d'extraordinaire. Pierre sentit son cœur battre de plus en plus fort. Dans sa poche, la lettre de la banque semblait peser des tonnes. Il savait qu'elle contenait probablement un ultimatum, une mise en demeure, peut-être même une menace de saisie. Et voilà que cet homme, ce richissime propriétaire qu'il avait toujours admiré de loin, lui proposait, quoi exactement? Voici ma proposition, déclara Lavergne en regardant sa montre en or. Retrouvez-moi demain matin, pas ici, mais dans mon bureau à Toulouse. 15 rue Matabio, au 4e étage. Nous allons parler sérieusement d'affaires. Il remonta dans sa Mercedes, baissa sa vitre et ajouta, « Pierre, vous êtes à un carrefour de votre existence. Vous pouvez continuer à vendre votre lait au bord de cette route pour le reste de votre vie, en gagnant de quoi survivre. » Il démarra, le moteur vrombissant doucement, puis s'arrêta quelques mètres plus loin et passa la tête par la fenêtre. Ou vous pouvez choisir de devenir l'un des hommes les plus riches du Gers. Le choix vous appartient. La Mercedes noire disparut dans un nuage de poussière dorée, laissant Pierre seul avec ses bidons de lait, ses pensées qui s'emballaient, et cette question qui martelait son cerveau. Et si c'était vrai? Cette nuit-là, Pierre ne ferma pas l'œil. Il resta allongé sur son matelas usé dans sa petite ferme délabrée de Cadour, fixant le plafond où s'étendaient des taches d'humidité qui ressemblaient à des continents imaginaires. Dehors, ces 2 vaches, Marguerite et Célestine, meuglaient doucement dans l'étable dont la toiture avait besoin de réparations urgentes. Le vent du sud faisait grincer les volets mal fixés, créant une symphonie lugubre qui accompagnait ses pensées tourmentées. À 3 heures du matin, il se leva finalement, alluma sa vieille lampe à pétrole et sortit de sa poche la lettre de la banque qu'il avait reçue la veille. Ses mains tremblaient tandis qu'il déchirait l'enveloppe. Le contenu était pire que ce qu'il avait imaginé, mise en demeure. Dernier avertissement, avant saisie. Vous avez 15 jours pour régulariser votre situation, ou nous procéderons à la vente forcée de vos biens. 15 jours. La coïncidence avec la proposition de Lavergne lui donna le vertige. Le lendemain matin, Pierre se présenta exactement à l'heure au 15 rue Matabio, dans le centre historique de Toulouse. L'immeuble de style haussmannien imposait le respect avec sa façade en briques rouges typique de la ville rose. Ses ferronneries délicates et ses hautes fenêtres qui reflétaient le ciel orageux de cette fin juillet. L'ascenseur antique, avec sa grille dorée et ses boutons en laiton poli, l'emmena au 4e étage dans un grincement mélodieux qui résonnait comme un carillon ancien. Quand les portes s'ouvrirent, Pierre découvrit un couloir lambrissé d'acajou où flottait un parfum discret de cuir et de tabac blond. Sur la porte au bout du couloir, une plaque en cuivre gravée indiquait « Lavergne et Associates, conseil en investissement foncier ». Pierre ajusta sa cravate bon marché, celle qu'il réservait aux enterrements et aux mariages, et frappa 3 coups timides. « Entrez donc, Pierre !» La voix chaleureuse de Lavergne résonna à travers la lourde porte en chêne. Le bureau était à couper le souffle, des rayonnages remplis de livres de droit et d'économie s'élevaient jusqu'au plafond, une carte ancienne du Languedoc ornait le mur principal,
et derrière un imposant bureau en marqueterie se dressait Lavergne, impeccable dans son costume gris anthracite. Mais ce qui frappa le plus Pierre, ce furent les dizaines de dossiers éparpillés sur une table basse, chacun portant le nom d'une commune de la région, Léguevin, Colomiers, Plaisance-du-Touche, l'Union. Asseyez-vous, Pierre. Café? Ou préférez-vous un verre de ce fameux Armagnac du Ténarèse? Lavergne désignait un fauteuil en cuir Chesterfield face à son bureau. Il est un peu tôt pour l'alcool, monsieur. Un café, s'il vous plaît. Pierre s'installa, ses yeux ne pouvant s'empêcher de balayer les dossiers sur la table. Chaque nom de ville lui évoquait des visages, des familles qu'il connaissait, des terres qu'il avait vues grandir et changer. Lavergne servit le café dans des tasses en porcelaine de Limoges, puis s'assit en face de Pierre, croisant ses mains aux ongles parfaitement manucurés. « Pierre, avant de commencer, j'ai une question cruciale à vous poser. Que savez-vous exactement sur moi ?» La question déstabilisa le jeune fermier. « Eh bien, tout le monde dit que vous êtes l'homme le plus riche du département, que vous possédez des milliers d'hectares, que vous avez des relations jusqu'à Paris. » Lavergne hocha la tête avec un sourire énigmatique. « C'est exactement ce que je voulais entendre. Voyez-vous, Pierre, ma véritable richesse ne vient pas de l'agriculture. Elle vient de ma capacité à voir venir les choses avant les autres. » Il se leva et se dirigea vers la carte murale, pointant différentes zones avec une baguette en ébène. « En 1975, j'ai acheté des terrains à Blagnac quand ce n'était encore que des champs de betteraves. Aujourd'hui, l'aéroport s'étend, et ces terrains valent une fortune. En 1980, j'ai investi à Ramonville quand tout le monde disait que c'était trop loin de Toulouse. Maintenant, avec le métro qui arrive. » Il laissa sa phrase en suspens, mais le message était clair. « Mais ce que je vais vous révéler aujourd'hui, Pierre, cela va bien au-delà de mes investissements passés. » Lavergne retourna s'asseoir et ouvrit un tiroir secret de son bureau d'où il sortit une enveloppe scellée. « Il y a 3 semaines, j'ai reçu des informations, comment dire, privilégiées, sur les projets d'aménagement du territoire pour les 20 prochaines années. » Il brandit l'enveloppe sans l'ouvrir, la faisant tourner entre ses doigts comme un prestidigitateur manipule une carte. Des informations qui viennent de très haut, si vous voyez ce que je veux dire. Des gens qui décident de l'avenir de notre région dans des bureaux parisiens climatisés. Pierre sentit sa gorge se serrer. Quelque chose dans le ton de Lavergne avait changé, quelque chose de plus sombre, de plus mystérieux. « Monsieur Lavergne, ces informations, elles sont légales. » La question échappa à Pierre avant qu'il puisse la retenir. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Lavergne éclata de rire, un rire franc qui résonna dans le bureau feutré. « Pierre, mon cher Pierre, vous me demandez si c'est légal? Mais bien sûr que c'est légal. Avoir des amis bien placés, connaître les bonnes personnes, être au bon endroit au bon moment, tout cela est parfaitement légal. » Il se pencha vers Pierre, ses yeux gris brillants d'une lueur particulière. « Vous savez, il existe 2 types de personnes dans ce monde, ceux qui subissent les changements et ceux qui les anticipent. Les premiers restent pauvres toute leur vie. Les seconds. » Il désigna son bureau luxueux d'un geste circulaire. « Alors, Pierre, dans quelle catégorie voulez-vous être ?» Le jeune fermier sentit une goutte de sueur perler sur son front malgré la fraîcheur de la climatisation. Dans sa poche, il sentait le poids de la lettre de mise en demeure. 15 jours. Il n'avait que 15 jours pour sauver sa ferme, ses vaches, sa vie entière. « Voici ce que je vous propose, » continua Lavergne en ouvrant enfin l'enveloppe mystérieuse. Il en sortit un document officiel avec des en-têtes de la préfecture et du ministère de l'Équipement. Dans exactement 18 mois, le Conseil régional va voter un projet de ZAC zone d'aménagement concerté qui transformera complètement le visage de notre région. Il posa le document devant Pierre, pointant du doigt une carte colorée où apparaissaient des zones hachurées en rouge, vert et bleu. Ces zones rouges deviendront des zones résidentielles, ces zones vertes des parcs d'activités, et ces zones bleues. Il marqua une pause dramatique, des zones commerciales avec centres commerciaux, supermarchés, cinéma. Pierre écarquilla les yeux. Plusieurs parcelles qu'il reconnaissait parfaitement y figuraient, notamment celles appartenant à ses voisins Marcel Duprat et Jean-Claude Ferrand, 2 vieux agriculteurs qui peinaient à joindre les 2 bouts. « Maintenant, écoutez-moi bien, » murmura Lavergne en se rapprochant encore. « Actuellement,
Ces terres agricoles se vendent entre 3 000 et 5 000 francs l'hectare. Mais quand elles deviendront constructibles, elles vaudront entre 300 000 et 500 000 francs l'hectare. Les chiffres explosèrent dans la tête de Pierre comme des feux d'artifice. Il calculait rapidement. Un hectare à 5 000 francs qui se transformait en 400 000 francs, c'était un multiplicateur de 80. Vous commencez à comprendre, n'est-ce pas? Le sourire de Lavergne s'élargit. Mais voici le problème. Mes voisins ne savent rien de tout cela. Ils sont sur le point de vendre leurs terres à des prix dérisoires parce qu'ils pensent que l'agriculture n'a plus d'avenir. Marcel Duprat m'a déjà dit qu'il voulait partir à la retraite et liquider ses 87 hectares. Jean-Claude Ferrand cherche à se débarrasser de ses 134 hectares pour payer les études de ses enfants. Lavergne tambourinait maintenant sur son bureau, ses yeux brillants d'excitation contenue. Et c'est là que vous intervenez, Pierre. Lavergne se leva brusquement et commença à faire les 100 pas devant la fenêtre qui donnait sur les toits de tuiles roses de Toulouse. Vous connaissez ces gens depuis votre enfance. Ils vous font confiance. Ils savent que vous êtes honnête, intègre, que vous ne les tromperez jamais. Si moi, Lavergne le riche propriétaire, je leur propose d'acheter leurs terres, ils se méfieront immédiatement. Ils se diront qu'il y a anguille sous roche. Il s'arrêta net et fixa Pierre intensément. Mais si c'est vous, Pierre le petit vendeur de lait qui galère pour survivre, si c'est vous qui leur proposez de racheter leurs terres pour développer une activité agricole innovante, ils ne se poseront aucune question. Le cœur de Pierre battait maintenant à tout rompre. Il commençait à entrevoir le plan diabolique de Lavergne, et quelque chose au fond de lui criait que c'était à la fois génial et terriblement dangereux. Voici donc ma proposition finale, Pierre. Lavergne retourna s'asseoir et sortit de son tiroir un contrat déjà rédigé. Je vous avance l'argent pour acheter toutes les terres de vos voisins. Nous créons ensemble une SCI, Société Civile Immobilière, où vous détenez 49% des parts et moi 51%. Pendant 18 mois, officiellement, vous développez une activité agricole sur ces terres pour ne pas éveiller les soupçons. Et quand le classement en zone constructible sera voté. Il laissa traîner sa phrase avec un sourire de chat qui a trouvé la souris. Nous revendons le tout avec une plus-value de plusieurs dizaines de millions de francs. Votre part, Pierre, votre part sera d'au moins 50 millions de francs. Le chiffre claqua dans l'air comme une gifle. Pierre sentit le monde tourner autour de lui. 50 millions de francs. C'était plus d'argent qu'il n'en avait jamais rêvé, assez pour acheter la moitié du département. Mais au moment où il allait dire oui, au moment où il allait saisir cette chance inouïe, Lavergne ajouta une phrase qui le glaça jusqu'aux os. Il y a juste un petit détail que je ne vous ai pas encore révélé, un détail qui pourrait tout changer. Le fermier qui vendait du lait sur la route. Aujourd'hui propriétaire des terres qu'il avait autrefois empruntées. Partie 1. L'introduction. L'accroche forte. Si vous me donnez 5 minutes, je vais vous raconter comment un homme qui vendait du lait au bord de la route près de Toulouse est devenu propriétaire de plus de 400 hectares. Mais attention, cette histoire va changer votre vision de la richesse pour toujours. Le soleil se levait à peine sur les collines dorées du Gers quand Pierre Dubois, 28 ans à l'époque, chargeait ses derniers bidons de lait dans sa vieille Citroën 2CV cabossée. L'air matinal sentait la rosée et le fumier frais. Mélange âcre qui collait à ses vêtements depuis des années. Ses mains calleuses serraient le volant tandis qu'il roulait vers la nationale 124, cette route départementale où il installait chaque matin sa petite table pliante et ses bidons en aluminium. C'était l'année 1987, et Pierre ne se doutait pas que cette matinée allait marquer le début d'une transformation qui défierait toutes les lois de la logique économique. Dans sa poche trouée, il avait exactement 47 francs et une lettre de la banque qu'il n'osait pas ouvrir. La brume matinale flottait encore au-dessus des champs de tournesol quand Pierre arriva à son emplacement habituel, juste avant le panneau « Toulouse 15 km ». Il connaissait par cœur le balai des voitures, d'abord les ouvriers agricoles dans leurs fourgonnettes poussiéreuses, puis les employés de bureau dans leur Peugeot 205, enfin les cadres pressés au volant de leur BMW flambant neuve. Chacun avait son horaire, ses habitudes, sa façon particulière de klaxonner pour signaler sa présence. Pierre disposait méticuleusement ses bidons sur la table bancale, essuyait une dernière fois les couvercles avec un torchon qui avait connu des jours meilleurs, et attendait. Le parfum du lait frais se mêlait au gaz d'échappement dans l'air de plus en plus chaud de cette journée de juillet qui s'annonçait suffocante. Ce matin-là, quelque chose d'inhabituel se produisit. Une Mercedes noire aux vitres teintées s'arrêta devant son étal,
moteur tournant au ralenti avec ce ronronnement caractéristique des voitures de luxe. Pierre reconnut immédiatement le véhicule. C'était celui de monsieur Lavergne, le plus gros propriétaire terrain de la région, un homme qui possédait plus de 2000 hectares entre Toulouse et Auch. Lavergne descendit de sa voiture avec cette assurance tranquille des gens qui n'ont jamais eu à s'inquiéter pour l'argent. Il portait un costume 3 pièces parfaitement ajusté malgré la chaleur naissante, ses chaussures italiennes brillaient dans la lumière dorée du matin, et ses yeux gris acier scrutaient Pierre avec une intensité troublante. « Bonjour Pierre, dit-il d'une voix grave, j'ai une proposition à vous faire qui pourrait changer votre vie. Mais d'abord, vendez-moi 2 litres de votre meilleur lait. » Les mains de Pierre tremblaient légèrement, tandis qu'il remplissait la bouteille en verre que lui tendait Lavergne. Ce tremblement n'était pas dû au froid matinal, car la température grimpait déjà, mais à cette sensation étrange que quelque chose d'important était sur le point de se passer. Lavergne but une longue gorgée de lait, ferma les yeux comme pour en savourer chaque nuance, puis hocha la tête avec satisfaction. « Excellent, vraiment excellent. Pierre, cela fait des mois que j'observe votre petit commerce ici. Vous êtes ponctuel, votre lait est irréprochable, et vos clients vous font confiance. » Il marqua une pause, sortit un mouchoir de soie de sa poche pour s'essuyer les lèvres, puis plongea ses yeux dans ceux du jeune fermier. « Mais dites-moi, combien gagnez-vous par mois avec cette activité ?» La question claqua dans l'air comme un coup de fouet, direct et sans détour. Pierre sentit ses joues s'empourprer. Jamais personne ne lui avait posé cette question de manière si frontale. Il bégaya quelques mots, parla de ses charges, de ses dettes, du prix du fourrage qui augmentait sans cesse. Lavergne l'écouta patiemment, sans l'interrompre, ses doigts tapotant rythmiquement sur le toit de sa Mercedes. Autour d'eux, la circulation s'intensifiait, les klaxons résonnaient, les moteurs rugissaient, et l'odeur de gazole se mêlait de plus en plus à celle du lait frais. « Pierre, finit par dire Lavergne, et si je vous disais qu'il existe un moyen de multiplier vos revenus par 10, non, par 20, tout en continuant à faire ce que vous aimez ?» Le cœur de Pierre s'accéléra. Cette phrase résonnait dans sa tête comme une promesse trop belle pour être vraie, mais quelque chose dans le regard de Lavergne lui disait que cet homme ne plaisantait jamais avec les affaires. Le propriétaire terrien ouvrit alors sa mallette en cuir et en sortit une liasse de documents. « Regardez autour de vous, Pierre. Tous ces champs, toute cette terre fertile, savez-vous ce qu'elle vaut réellement ?» Il désigna d'un geste large les hectares qui s'étendaient à perte de vue, ces terres grasses du Gers où poussaient blé, tournesol et colza. La plupart des propriétaires ne connaissent pas la véritable valeur de ce qu'ils possèdent. Ils voient leurs champs comme des sources de revenus agricoles traditionnels, mais moi, je vois autre chose. Lavergne se rapprocha de Pierre, baissant la voix comme s'il s'apprêtait à révéler un secret d'État. « Je vois l'avenir, Pierre. Je vois ce que cette région va devenir dans les 10, 15 années à venir. » Le vent chaud du sud se levait maintenant, faisant danser les épis de blé dans les champs environnants, créant cette mélodie douce et hypnotique que seuls les gens de la campagne savent apprécier. « Écoutez-moi bien, » continua Lavergne en sortant une carte détaillée de la région. « Dans moins de 5 ans, l'autoroute A64 va être prolongée jusqu'ici. Toulouse va s'étendre, les entreprises vont chercher des terrains moins chers pour s'implanter, et les familles voudront des maisons avec jardin loin de l'agitation urbaine. » Il pointa du doigt différents endroits sur la carte, traçant avec son index les futurs axes de développement. « Cette terre que vous voyez, cette terre qui produit aujourd'hui du blé à 800 francs la tonne, elle vaudra demain 50, 100, peut-être 200 fois plus en tant que terrain constructible. » Pierre écoutait, fasciné malgré lui par cette vision du futur que dépeignait Lavergne. Les chiffres dansaient dans sa tête. Si ce que disait cet homme était vrai, alors effectivement. « Mais monsieur Lavergne, osa-t-il interrompre, je n'ai pas l'argent pour acheter des terres. J'arrive à peine à payer mon loyer et l'entretien de mes 2 vaches. » Un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres de Lavergne. « Pierre, vous n'avez pas compris. Je ne vous parle pas d'acheter, je vous parle d'un partenariat. Vous avez quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, la confiance de la population locale, une réputation irréprochable et une connaissance intime du terrain. » Il referma sa mallette d'un claquement sec qui résonna dans l'air matinal. « Moi, j'ai les capitaux et l'expérience des marchés fonciers. Ensemble, nous pourrions créer quelque chose d'extraordinaire. » Pierre sentit son cœur battre de plus en plus fort. Dans sa poche, la lettre de la banque semblait peser des tonnes. Il savait qu'elle contenait probablement un ultimatum, une mise en demeure, peut-être même une menace de saisie.
Et voilà que cet homme, ce richissime propriétaire qu'il avait toujours admiré de loin, lui proposait, quoi exactement? Voici ma proposition, déclara Lavergne en regardant sa montre en or. Retrouvez-moi demain matin, pas ici, mais dans mon bureau à Toulouse. 15 rue Matabio, au 4e étage. Nous allons parler sérieusement d'affaires. Il remonta dans sa Mercedes, baissa sa vitre et ajouta, « Pierre, vous êtes à un carrefour de votre existence. Vous pouvez continuer à vendre votre lait au bord de cette route pour le reste de votre vie, en gagnant de quoi survivre. » Il démarra, le moteur vrombissant doucement, puis s'arrêta quelques mètres plus loin et passa la tête par la fenêtre. « Ou vous pouvez choisir de devenir l'un des hommes les plus riches du Gers. Le choix vous appartient. » La Mercedes noire disparut dans un nuage de poussière dorée, laissant Pierre seul avec ses bidons de lait, ses pensées qui s'emballaient, et cette question qui martelait son cerveau. Et si c'était vrai? Partie 2. Développement, approfondissement et tension croissante. Cette nuit-là, Pierre ne ferma pas l'œil. Il resta allongé sur son matelas usé dans sa petite ferme délabrée de Cadour, fixant le plafond où s'étendaient des taches d'humidité qui ressemblaient à des continents imaginaires. Dehors, ces deux vaches, Marguerite et Célestine, meuglaient doucement dans l'étable dont la toiture avait besoin de réparations urgentes. Le vent du sud faisait grincer les volets mal fixés, créant une symphonie lugubre qui accompagnait ses pensées tourmentées. À 3 heures du matin, il se leva finalement, alluma sa vieille lampe à pétrole et sortit de sa poche la lettre de la banque qu'il avait reçue la veille. Ses mains tremblaient tandis qu'il déchirait l'enveloppe. Le contenu était pire que ce qu'il avait imaginé, mise en demeure. Dernier avertissement, avancez-y. Vous avez 15 jours pour régulariser votre situation, ou nous procéderons à la vente forcée de vos biens. 15 jours. La coïncidence avec la proposition de Lavergne lui donna le vertige. Le lendemain matin, Pierre se présenta exactement à l'heure au 15 rue Matabio, dans le centre historique de Toulouse. L'immeuble de style haussmannien imposait le respect avec sa façade en briques rouges typique de la ville rose, ses ferronneries délicates et ses hautes fenêtres qui reflétaient le ciel orageux de cette fin juillet. L'ascenseur antique, avec sa grille dorée et ses boutons en laiton poli, l'emmena au 4e étage dans un grincement mélodieux qui résonnait comme un carillon ancien. Quand les portes s'ouvrirent, Pierre découvrit un couloir lambrissé d'acajou où flottait un parfum discret de cuir et de tabac blond. Sur la porte au bout du couloir, une plaque en cuivre gravée indiquait « Lavergne et Associates, conseil en investissement foncier ». Pierre ajusta sa cravate bon marché, celle qu'il réservait aux enterrements et aux mariages, et frappa 3 coups timides. « Entrez donc, Pierre !» La voix chaleureuse de Lavergne résonna à travers la lourde porte en chêne. Le bureau était à couper le souffle, des rayonnages remplis de livres de droit et d'économie s'élevaient jusqu'au plafond, une carte ancienne du Languedoc ornait le mur principal, et derrière un imposant bureau en marqueterie se dressait Lavergne, impeccable dans son costume gris anthracite. Mais ce qui frappa le plus Pierre, ce furent les dizaines de dossiers éparpillés sur une table basse, chacun portant le nom d'une commune de la région, Léguevin, Colomiers, Plaisance-du-Touche, l'Union. Asseyez-vous, Pierre. Café? Ou préférez-vous un verre de ce fameux Armagnac du Ténarèze? Lavergne désignait un fauteuil en cuir Chesterfield face à son bureau. Il est un peu tôt pour l'alcool, monsieur. Un café, s'il vous plaît. Pierre s'installa, ses yeux ne pouvant s'empêcher de balayer les dossiers sur la table. Chaque nom de ville lui évoquait des visages, des familles qu'il connaissait, des terres qu'il avait vues grandir et changer. Lavergne servit le café dans des tasses en porcelaine de Limoges, puis s'assit en face de Pierre, croisant ses mains aux ongles parfaitement manucurés. « Pierre, avant de commencer, j'ai une question cruciale à vous poser. Que savez-vous exactement sur moi ?» La question déstabilisa le jeune fermier. « Eh bien, tout le monde dit que vous êtes l'homme le plus riche du département, que vous possédez des milliers d'hectares, que vous avez des relations jusqu'à Paris. » Lavergne hocha la tête avec un sourire énigmatique. « C'est exactement ce que je voulais entendre. Voyez-vous, Pierre, ma véritable richesse ne vient pas de l'agriculture. Elle vient de ma capacité à voir venir les choses avant les autres. » Il se leva et se dirigea vers la carte murale, pointant différentes zones avec une baguette en ébène. « En 1975, j'ai acheté des terrains à Blagnac quand ce n'était encore que des champs de betteraves. Aujourd'hui, l'aéroport s'étend, et ces terrains valent une fortune. En 1980,
J'ai investi à Ramonville quand tout le monde disait que c'était trop loin de Toulouse. Maintenant, avec le métro qui arrive. Il laissa sa phrase en suspens, mais le message était clair. Mais ce que je vais vous révéler aujourd'hui, Pierre, cela va bien au-delà de mes investissements passés. Lavergne retourna s'asseoir et ouvrit un tiroir secret de son bureau d'où il sortit une enveloppe scellée. Il y a 3 semaines, j'ai reçu des informations, comment dire, privilégiées, sur les projets d'aménagement du territoire pour les 20 prochaines années. Il brandit l'enveloppe sans l'ouvrir, la faisant tourner entre ses doigts comme un prestidigitateur manipule une carte. Des informations qui viennent de très haut, si vous voyez ce que je veux dire. Des gens qui décident de l'avenir de notre région dans des bureaux parisiens climatisés. Pierre sentit sa gorge se serrer. Quelque chose dans le ton de Lavergne avait changé, quelque chose de plus sombre, de plus mystérieux. Monsieur Lavergne, ces informations, elles sont légales. La question échappa à Pierre avant qu'il puisse la retenir. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Lavergne éclata de rire, un rire franc qui résonna dans le bureau feutré. « Pierre, mon cher Pierre, vous me demandez si c'est légal ? Mais bien sûr que c'est légal. Avoir des amis bien placés, connaître les bonnes personnes, être au bon endroit au bon moment, tout cela est parfaitement légal. » Il se pencha vers Pierre, ses yeux gris brillants d'une lueur particulière. « Vous savez, il existe 2 types de personnes dans ce monde, ceux qui subissent les changements et ceux qui les anticipent. Les premiers restent pauvres toute leur vie. Les seconds. » Il désigna son bureau luxueux d'un geste circulaire. « Alors, Pierre, dans quelle catégorie voulez-vous être ?» Le jeune fermier sentit une goutte de sueur perler sur son front malgré la fraîcheur de la climatisation. Dans sa poche, il sentait le poids de la lettre de mise en demeure. 15 jours. Il n'avait que 15 jours pour sauver sa ferme, ses vaches, sa vie entière. « Voici ce que je vous propose, » continua Lavergne en ouvrant enfin l'enveloppe mystérieuse. Il en sortit un document officiel avec des en-têtes de la préfecture et du ministère de l'Équipement. Dans exactement 18 mois, le Conseil régional va voter un projet de ZAC zone d'aménagement concerté qui transformera complètement le visage de notre région. Il posa le document devant Pierre, pointant du doigt une carte colorée où apparaissaient des zones hachurées en rouge, vert et bleu. Ces zones rouges deviendront des zones résidentielles, ces zones vertes des parcs d'activités. Et ces zones bleues. Il marqua une pause dramatique, des zones commerciales avec centres commerciaux, supermarchés, cinéma. Pierre écarquilla les yeux. Plusieurs parcelles qu'il reconnaissait parfaitement y figuraient, notamment celles appartenant à ses voisins Marcel Duprat et Jean-Claude Ferrand, 2 vieux agriculteurs qui peinaient à joindre les 2 bouts. « Maintenant, écoutez-moi bien, » murmura Lavergne en se rapprochant encore. « Actuellement, ces terres agricoles se vendent entre 3 000 et 5 000 francs l'hectare. Mais quand elles deviendront constructibles, elles vaudront entre 300 000 et 500 000 francs l'hectare. » Les chiffres explosèrent dans la tête de Pierre comme des feux d'artifice. Il calculait rapidement. Un hectare à 5 000 francs qui se transformait en 400 000 francs, c'était un multiplicateur de 80. Vous commencez à comprendre, n'est-ce pas? Le sourire de Lavergne s'élargit. Mais voici le problème. Mes voisins ne savent rien de tout cela. Ils sont sur le point de vendre leurs terres à des prix dérisoires parce qu'ils pensent que l'agriculture n'a plus d'avenir. Marcel Duprat m'a déjà dit qu'il voulait partir à la retraite et liquider ses 87 hectares. Jean-Claude Ferrand cherche à se débarrasser de ses 134 hectares pour payer les études de ses enfants. Lavergne tambourinait maintenant sur son bureau, ses yeux brillants d'excitation contenue. « Et c'est là que vous intervenez, Pierre. » Lavergne se leva brusquement et commença à faire les 100 pas devant la fenêtre qui donnait sur les toits de tuiles roses de Toulouse. « Vous connaissez ces gens depuis votre enfance. Ils vous font confiance. Ils savent que vous êtes honnête, intègre, que vous ne les tromperez jamais. 6 mois, Lavergne le riche propriétaire, je leur propose d'acheter leurs terres, ils se méfieront immédiatement. Ils se diront qu'il y a anguille sous roche. » Il s'arrêta net et fixa Pierre intensément. « Mais si c'est vous, Pierre le petit vendeur de lait qui galère pour survivre, si c'est vous qui leur proposez de racheter leurs terres pour développer une activité agricole innovante, ils ne se poseront aucune question. » Le cœur de Pierre battait maintenant à tout rompre. Il commençait à entrevoir le plan diabolique de Lavergne, et quelque chose au fond de lui criait que c'était à la fois génial et terriblement dangereux.
Voici donc ma proposition finale, Pierre. Lavergne retourna s'asseoir et sortit de son tiroir un contrat déjà rédigé. Je vous avance l'argent pour acheter toutes les terres de vos voisins. Nous créons ensemble une SCI, Société Civile Immobilière, où vous détenez 49% des parts et moi 51%. Pendant 18 mois, officiellement, vous développez une activité agricole sur ces terres pour ne pas éveiller les soupçons. Et quand le classement en zone constructible sera voté. Il laissa traîner sa phrase avec un sourire de chat qui a trouvé la souris. Nous revendons le tout avec une plus-value de plusieurs dizaines de millions de francs. Votre part, Pierre, votre part sera d'au moins 50 millions de francs. Le chiffre claqua dans l'air comme une gifle. Pierre sentit le monde tourner autour de lui. 50 millions de francs. C'était plus d'argent qu'il n'en avait jamais rêvé, assez pour acheter la moitié du département. Mais au moment où il allait dire oui, au moment où il allait saisir cette chance inouïe, Lavergne ajouta une phrase qui le glaça jusqu'aux os. Astérisque astérisque, il y a juste un petit détail que je ne vous ai pas encore révélé, un détail qui pourrait tout changer. Partie 3, dénouement, finale impactant plus CTA forte. Le silence qui suivit ces mots fut assourdissant. Pierre sentit son cœur s'arrêter une fraction de seconde avant de repartir en trombe. Lavergne se leva lentement, se dirigea vers son coffre-fort dissimulé derrière un faux livre de Voltaire, et en sortit une photographie en noir et blanc qu'il posa délicatement sur le bureau. L'image montrait deux hommes en costume, souriant, se serrant la main devant ce qui ressemblait au Capitole de Toulouse. Pierre reconnut immédiatement l'un d'eux, c'était Lavergne, mais plus jeune, peut-être 20 ans plus tôt. L'autre homme. Pierre écarquilla les yeux. « Mon Dieu, c'est mon père », balbutia-t-il. Robert Dubois, son père décédé 10 ans plus tôt dans un accident de tracteur, se tenait là, rayonnant, aux côtés de Lavergne. Votre père, Pierre, était mon associé. Mon meilleur ami. Et l'homme le plus brillant que j'ai jamais rencontré en matière d'investissement foncier. La voix de Lavergne s'était adoucie, teintée d'une mélancolie que Pierre ne lui avait jamais connue. Mais c'est impossible. Pierre se leva d'un bond, renversant presque sa tasse de café. Mon père était fermier. Il n'avait rien, nous vivions dans la pauvreté. Il s'est tué au travail pour 3 fois rien. Lavergne hocha la tête tristement et sortit un épais dossier marqué « Robert Dubois, confidentiel ». Votre père, Pierre, possédait en secret 347 hectares répartis dans tout le département. Pas sous son nom, bien sûr, mais à travers une dizaine de sociétés écrans que nous avions créées ensemble. Il ouvrit le dossier, révélant des actes de propriété, des contrats, des relevés bancaires. Robert était un génie de la discrétion. Il continuait à vivre comme un simple fermier pour ne pas éveiller les soupçons, mais en réalité, il était multimillionnaire. Pierre s'effondra dans son fauteuil, les jambes coupées. Tout ce qu'il avait cru savoir sur sa vie, sur son père, sur leur pauvreté, tout n'était qu'un mensonge? Pourquoi, murmura-t-il d'une voix brisée. Pourquoi ne m'a-t-il jamais rien dit? Lavergne contourna son bureau et posa une main paternelle sur l'épaule de Pierre. Parce qu'il voulait vous protéger, mon garçon. Parce qu'il savait que l'argent facile corrompt les âmes jeunes. Il voulait que vous appreniez la valeur du travail, que vous compreniez ce que signifie gagner chaque franc à la sueur de votre front. Il retourna chercher un autre document dans son coffre. Regardez la date de ce testament, Pierre. Il a été rédigé 3 jours avant sa mort. Comme s'il avait su que son temps était compté. Le testament était clair. Robert Dubois léguait tous ses biens à son fils Pierre, mais sous une condition. Il ne pourrait en hériter qu'à l'âge de 35 ans, ou plutôt s'il faisait preuve d'une maturité exceptionnelle dans les affaires. Vous avez aujourd'hui 38 ans, Pierre. Légalement, tout cet empire vous appartient depuis 3 ans. Mais votre père m'avait donné une mission, ne vous révéler la vérité que quand vous seriez prêt à l'assumer. Mais alors, Pierre avait du mal à rassembler ses idées, toute cette proposition, ces terres à acheter, ce plan. Lavergne sourit avec tendresse. C'était un test, Pierre. Le dernier test que votre père avait imaginé. Il voulait savoir si, face à la tentation de l'argent facile, face à l'opportunité de tromper vos voisins pour vous enrichir, vous resteriez l'homme intègre qu'il avait élevé. Pierre sentit ses joues s'empourprer de honte. Il avait été sur le point d'accepter, sur le point de mentir à Marcel et Jean-Claude,
ces hommes qui lui faisaient confiance depuis son enfance. Et si j'avais accepté, demanda-t-il dans un souffle. Alors vous n'auriez jamais revu un centime de l'héritage de votre père. Il avait prévu que dans ce cas, toute sa fortune serait reversée à des œuvres caritatives. Lavergne se rassit, croisant les mains. Mais vous n'avez pas accepté immédiatement, Pierre. Vous avez posé des questions sur la légalité, vous avez montré des scrupules. C'est exactement la réaction qu'espérait Robert. La tête de Pierre tournait. En l'espace de quelques minutes, il était passé de vendeur de lait endetté à héritier multimillionnaire. Mais les dettes, ma ferme, la lettre de la banque? Lavergne éclata de rire. Pierre, cette ferme que vous pensiez être en location? Elle vous appartient. Et cette lettre de mise en demeure? Il sortit de sa poche une enveloppe identique à celle que Pierre avait reçue. Je l'ai fait rédiger par un ami avocat pour faire partie du test. Aucune de vos dettes n'est réelle. Votre père avait tout réglé avant sa mort. Pierre porta les mains à son visage, submergé par un mélange d'incrédulité, de soulagement et de colère. 10 ans. J'ai vécu 10 ans dans l'angoisse, à me priver de tout, à travailler comme un forcené. Pour devenir l'homme que vous êtes aujourd'hui, coupa doucement Lavergne. Un homme intègre, travailleur, respecté de tous. Croyez-vous que vous seriez la même personne si vous aviez hérité de cette fortune à 28 ans? Lavergne ouvrit alors le tiroir central de son bureau, et en sortit un trousseau de clés qu'il tendit à Pierre. Les clés de votre véritable domaine, Pierre. 347 hectares de terre, dont 89 déjà classés en zone constructible, une maison de maître du XVIIIe siècle à Saint-Lys, un portefeuille d'actions et d'obligations évalué à 67 millions de francs, et... Il marqua une pause théâtrale, un petit secret que votre père tenait à vous transmettre personnellement. Il actionna un mécanisme secret dans son bureau, révélant un compartiment d'où il sortit une cassette vidéo. Votre père a enregistré ceci pour vous il y a 10 ans. Il savait que ce moment viendrait. Avec des gestes tremblants, Pierre prit la cassette. Sur l'étiquette, écrit de la main de son père, il lut « Pour mon fils Pierre, quand il sera devenu l'homme que j'espérais ». Les larmes lui montèrent aux yeux. 10 ans après sa mort, son père allait lui parler à nouveau. Mais Lavergne n'avait pas terminé. « Pierre, il y a une dernière chose. Une chose que même votre père ne savait pas. » Il retourna à son coffre et en sortit un dossier marqué « Top secret, préfecture du Gers ». Ces informations que je vous ai montrées tout à l'heure sur les futures zones constructibles, elles sont parfaitement authentiques. Pierre le regarda sans comprendre. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que votre père, grâce à son réseau et à son intelligence, avait anticipé ces développements. Les 347 hectares qu'il vous lègue, ils se trouvent exactement dans les zones qui seront reclassées l'année prochaine. Lavergne sourit avec l'air de celui qui garde le meilleur pour la fin. En d'autres termes, Pierre, vous n'héritez pas seulement de 67 millions de francs. Vous héritez d'un patrimoine qui, dans 18 mois, vaudra plus de 400 millions de francs. Votre père ne vous a pas seulement rendu riche, il a fait de vous l'un des hommes les plus fortunés du sud de la France. 3 heures plus tard, Pierre roulait dans sa vieille 2CV sur la route départementale 124, la même où tout avait commencé la veille. Mais cette fois, ce n'était plus pour vendre du lait. Il s'arrêta exactement au même endroit, sortit de sa voiture et contempla les champs dorés qui s'étendaient à perte de vue. 16 champs. 16 terres. Son héritage. Dans sa poche, il sentait le poids des clés de son nouveau domaine et de la cassette de son père. Le soleil couchant embrasait l'horizon de couleurs orangées, et pour la première fois depuis 10 ans, Pierre Dubois souriait vraiment. Il pensait à Marcel et Jean-Claude, ses voisins qu'il avait failli tromper. Demain, il irait les voir, non pas pour acheter leurs terres à bas prix, mais pour leur proposer de s'associer à lui dans un grand projet agricole innovant. Parce que contrairement à ce que beaucoup croient, la vraie richesse ne se mesure pas seulement en francs, elle se mesure aussi en conscience tranquille. Alors que Pierre remontait dans sa 2CV pour rentrer chez lui, il ne put s'empêcher de regarder une dernière fois l'endroit où, 24 heures plus tôt, il vendait encore du lait au bord de la route. Un panneau publicitaire fraîchement installé attira son attention. Il annonçait la construction prochaine d'un centre commercial à cet endroit précis. En bas du panneau, en petites lettres, il lut « Terrain aimablement mis à disposition par la SCI Dubois-Lavergne ».
Pierre éclata de rire. Même dans la mort, son père continuait à le surprendre. Il avait prévu que son fils viendrait ici, à cet endroit symbolique, pour boucler la boucle de cette incroyable histoire. En démarrant sa voiture, Pierre murmura « Merci, papa. Pour tout ». Et dans le rétroviseur, il crut voir l'ombre de son père lui faire un clin d'œil complice. Cette histoire vous a plu? Alors abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits extraordinaires de gens ordinaires qui ont changé leur destin. Et surtout, dites-nous en commentaire, de quelle ville de France nous regardez-vous? Marseille? Lyon? Lille? Bordeaux? Nous adorons savoir d'où viennent nos fidèles auditeurs. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Pierre? Auriez-vous résisté à la tentation de l'argent facile? Partagez votre avis en commentaire. Nous lisons tous vos messages. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo si cette histoire vous a ému, surpris ou inspiré. À très bientôt pour une nouvelle histoire incroyable mais vraie.